Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire organisé par le pôle Finance Innovation. Notre sujet aujourd'hui, c'est location et achat des solutions pour faciliter l'accès au logement. Un grand merci à nos intervenants et à nos participants en ligne. Et n'oubliez pas que vous avez aussi le replay juste après le webinaire. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le chat. On va y revenir juste après la table ronde. Et sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Michel Mongeau, directeur du conseil scientifique de l'école ESPI, qui va animer cette table ronde. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup José, bonjour à tous. Écoutez, très brièvement, que vous dire, c'est un sujet d'autant plus d'actualité, comme vous le savez, il y a une crise du logement. Cette crise, elle est grave. Cette crise, elle s'aggrave. Certains parlent même disent même qu'elle pourrait déboucher sur une crise sociale et elle déstabilise tout le parcours résidentiel. Alors, très brièvement, avant de passer la parole à chacun de nos intervenants, donc, pour les ventes, on l'a vu, on a eu une envolée des prix au cours des 15 dernières années. Parallèlement, on a eu une baisse très sensible des aides publiques, mais depuis un an, les taux d'intérêt ont été multipliés par 4 pour lutter contre l'inflation. Le résultat, c'est simple. Cette année, si on prend les estimations de la FNAIM, on s'attend à moins 20% des ventes. Et ceci devrait se poursuivre en 2024. Quant au logement neuf, ça n'est pas mieux, c'est même encore pire, puisque ce sont les derniers chiffres de la FPI. On sera à moins 31 des ventes et moins 29 des mises en chantier. Alors, est-ce une bonne nouvelle pour la location? Non, malheureusement. On passe d'une pénurie à une autre, et ceci va être encore aggravé par le retrait des logements énergivores à compter du 1er janvier 2023. Aujourd'hui, on a un budget moyen estimé, tout type de ménage confondu, à 742 € et on a 36% des jeunes qui sont, les demandeurs de logement sont à 36% des jeunes. Parallèlement, on a près de 2,5 millions de 2 420 000 selon le chiffre USH, qui sont des ménages en attente d'un logement social. Résultat de tout cela, c'est simple. Ça veut dire que ça soit pour l'accession ou que ça soit pour la location, on a un marché qui est brisé. Le parcours résidentiel ne fonctionne plus, et ceci au détriment des plus modestes, des jeunes et de tous ceux qui ne sont pas en CDI. Alors, face à ce constat, écoutez, nous avons fait venir aujourd'hui 4 startups prometteuses qui vont vous expliquer rapidement ce qu'elles font avant d'essayer de vous montrer combien l'innovation permet d'apporter des solutions aux problèmes du logement. Et je passe, pour commencer, on va commencer la parole à Anne-Sophie Thomas, cofondatrice de Gestia Solidaire. Anne-Sophie, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Jean-Michel pour cette introduction. Effectivement, on parle de parcours d'accès au logement bloqué, notamment sur le marché locatif. Et moi, j'ai décidé de cofonder Gestia Solidaire en mars 2020 sur cette idée-là, de créer une entreprise immobilière qui soit en capacité de répondre à une problématique qui est grandissante, qui n'est pas juste liée à la crise du logement qu'on vit aujourd'hui, qui existe depuis un petit moment. C'est qu'on a vraiment un marché avec, d'un côté, le marché locatif public avec le logement social et de l'autre, le marché locatif privé. Et on a un peu des gens d'entre-deux qui se retrouvent bloqués parce qu'ils sont pas, ils n'arrivent pas à avoir accès au logement social, ils ne sont pas prioritaires et ils se retrouvent refusés sur le marché privé parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Et c'est justement ces populations un petit peu d'entre-deux qu'aujourd'hui on met en évidence avec la crise, qui sont les personnes qui n'ont pas les fameuses garanties CDI, garantie physique, gagner 3 fois le montant du loyer. Donc nous, on est vraiment parti du prisme de se dire que
Pour le propriétaire aussi, c'est une galère de choisir son locataire parce qu'il y a une peur qui est rationnelle, qui est la peur de l'impayé, qui peut remettre en cause tout un projet immobilier. Et donc, un propriétaire va partir du principe qu'il doit se prémunir de ce risque d'impayé de dégradation. Donc, il va cumuler des garanties traditionnelles, demander que son locataire ait un CDI, gagne 3 fois le montant du loyer et un garant physique. Pourtant, on a vraiment ce phénomène de mal logés invisibles qui sont solvables, qui sont des locataires classiques qui travaillent ou qui ont une situation de formation stable. Donc, je pense aux étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents qui se portent garant, aux actifs sans CDI qui sont les entrepreneurs, les personnes en intérim, en CDD. Et de plus en plus, on a une explosion dont on parle aujourd'hui qui sont les familles monoparentales qui vont avoir un petit revenu, un besoin de grande surface. Et en fait, ces personnes-là ouvrent droit à des avantages en termes de garantie, donc une garantie d'État qui s'appelle la Visale, mais aussi des avantages financiers, fiscaux, via des dispositifs de défiscalisation comme l'Oc-Avantage, qui a un dispositif au même titre que le Pinel, qui permet en fait à un propriétaire de baisser un petit peu son loyer et d'avoir en contrepartie une réduction d'impôt en fin d'année qui va compenser en fait la perte de rentabilité mensuelle. Et Gestia Solidaire part de ce constat-là, d'un côté des locataires qui n'arrivent pas à se loger et de l'autre des propriétaires qui pourraient optimiser leur façon de louer grâce à des avantages fiscaux et financiers. Donc, nous, on fait émerger une offre de logement intermédiaire en conseillant en amont le propriétaire, en lui disant qu'il peut louer responsable. Et pour nous, ça dynamise vraiment le parcours d'accès au logement. On permet aux propriétaires de choisir plus largement des profils de locataires justement qui sont exclus. Et pour nous, c'est une manière de changer le paradigme et justement de rendre accessible le logement à des profils. Nous, on aime bien parler de nos locataires. Par exemple, Julien, qui est un étudiant en alternance, il a 900 €. C'est impossible pour lui de louer un petit studio, une chambre à 500 €. Et grâce au fonctionnement de Gestia Solidaire, le fait qu'il puisse avoir une garantie d'État et aussi que le propriétaire récupère en fin d'année un avantage fiscal, on loge facilement une personne qui aujourd'hui est exclue du parcours d'accès au logement. Donc, c'est vraiment une innovation d'usage. Et nous, ça nous permet aujourd'hui d'être présents dans 5 grandes villes, d'avoir accompagné plus de 250 locataires en 2 ans et aussi de commencer à travailler avec les promoteurs pour faire émerger cette offre de logement intermédiaire sur le logement neuf, puisqu'aujourd'hui, on le fait beaucoup sur le logement ancien. Donc, moi, je serais ravie de répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions en fin de ce webinaire, ou aussi, vous pouvez prendre facilement rendez-vous avec moi. Il y a un QR code là sur ma présentation, n'hésitez pas à le scanner. Et puis, on se retrouve pour les questions après. Merci beaucoup. Je passe la parole à Loïc de Terre et Valeurs, donc qui est particularité d'être une fintech. Loïc, c'est à toi. Exactement. Exactement. Alors, nous prenons le problème des contraintes et des barrières d'accès au logement d'une manière différente. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que fait Anne-Sophie et Gestia, parce qu'effectivement, c'est l'effort que l'on doit faire sur la tranche des personnes. En fait, c'est ces personnes-là qui sont ni en total, qui ne bénéficient pas totalement de tous les aides sociales et les garanties. Et qui sont pas assez, qui n'ont pas assez de revenus pour pouvoir se loger et répondre à Paris. Alors c'est pas 3 fois, puisque on a certaines garanties des loyers impayés et des assurances, des modèles assurantiels qui effectivement valident un dossier pour une agence lorsqu'il gagne jusqu'à 2,5 fois en revenu le loyer. Mais en réalité, les propriétaires ont tellement le choix, ils reçoivent en moyenne 20 à 25 dossiers lorsqu'ils mettent en location leur appartement, que la réalité, et notamment sur Paris, c'est 5 à 6 fois pour se loger. Donc, on arrive à des situations ubuesques où des couples gagnant 6 000 € se logent dans un appartement à un loyer à 1 000 €. Donc, s'ils veulent rester en plein Paris, c'est un studio. Donc, c'est des situations ubuesques. Et donc, nous venons tout simplement financer la totalité des coûts de la location dès le début. C'est pour ça que nous sommes une fintech et pas finalement à proprement parler une proptech. Et c'est l'astuce, et c'est comme ça que nous venons essayer de décontracter la situation du marché du locatif. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, on finance le locataire
avec des critères qui sont finalement ceux de la banque et qui, donc, pour lesquels on peut avoir des financements qui correspondent à 30 à 40% de son revenu. Donc, on est en effet sur 3 à 2,5. Donc, nous allons très vite évoluer pour être nos propres financeurs. Nous travaillons aujourd'hui avec des partenaires bancaires. Et pour être nos propres financeurs, pour descendre ce critère jusqu'à 2 fois. Parce que la réalité aussi derrière du marché, souvent le loyer dans un ménage, ça représente 50% du budget de la famille. Alors, cerise sur le gâteau, c'est que nous remboursons, nous ne voulons pas alourdir le coût d'une location, qui est déjà très important, comme je viens de le dire, 50% du budget, et nous remboursons les intérêts du coût du financement à la fin du bail. Donc, nous récompensons la bonne foi. Les locataires de bonne foi, nous les récompensons, et les locataires de mauvaise foi, nous ne jouerons pas le jeu de les aider dans tous les cas, parce qu'il peut arriver des accidents de la vie. Donc, nous soutenons fortement les personnes qui en ont besoin. Voilà. Et pour le propriétaire, donc la révolution, c'est que pour le propriétaire, eh bien, c'est simple. Alors, le locataire, avec notre système, n'a aucune avance de trésorerie à faire, hein, puisque nous venons lisser la totalité. Donc, les 2 mois de dépôt de garantie et le premier mois d'honoraires en travaillant avec une agence, nous venons le lisser sur 15 mois, par exemple, si on a un bail d'1 an. Et on finance la totalité des 15 mois. Donc, ensuite, il remboursera 15 divisé par 12. Donc, ça fera un petit peu plus. Mais à la fin, on lui rembourse le coût du financement. Donc, ça crée aussi de l'épargne. Donc, pour le locataire, aucune avance de trésorerie, c'est rapide, c'est serein et automatiquement, il a donc automatiquement la solvabilité auprès du propriétaire, puisque on ne présente un locataire à un propriétaire uniquement une fois qu'on sait qu'on peut le financer. Donc, le propriétaire, c'est simple, il a ses revenus qui sont mécaniquement garantis. On vient en tiers de confiance, on a un contrat avec le propriétaire et le locataire, et ce n'est pas notre argent. L'argent que l'on finance au locataire, il nous le remet. Donc, on prémunit aussi les locataires contre peut-être parfois des envies d'aller jouer au casino, d'obtenir avec l'argent obtenu, d'aller tout flamber. Ça peut aussi arriver. Donc, on protège aussi les foyers contre ça. On récupère l'argent, on le bloque sur des comptes et cet argent, il est à disposition contractuellement du propriétaire. Et tous les mois, on lui reverse son loyer de manière automatique et sécurisée. Donc, avant même la remise des clés, le propriétaire sait qu'il a déjà tous les revenus de sa location sur 12, 24 ou 36 mois. On peut démarrer aussi à 9 mois. Sur la loi, on est calqué sur la loi des baux traditionnels de 1989, court terme ou 369. Et pour les professionnels de l'immobilier, eh bien, c'est quasiment 70% de temps de travail en moins, parce qu'il faut savoir pour une agence, eh bien, avec l'explosion aussi des impayés, puisque c'est la crise, on en parle. À Paris, on était en 2020, nous étions à environ 3-4% d'impayés de loyer, de plus d'1 mois, hein, des retards de plus d'1 mois et des impayés. Ça a explosé en 2023, c'est passé à 20%. Donc, ça a été multiplié par 7. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Paris, on a des situations dramatiques où un locataire sur 5 n'arrive plus à payer son loyer. Alors, avec nos solutions, ça ne peut pas exister. Et les professionnels de l'immobilier sont ici très sécurisés, puisque ils gagnent un temps fou, puisque la plupart du temps, lorsqu'ils font de la gestion locative, ils n'ont plus à rappeler et à gérer les problèmes de retard de loyer. Monsieur le locataire, veuillez s'il vous plaît faire l'effort, expliquez-nous. Et le propriétaire qui appelle et qui dit qu'il n'a pas reçu ses revenus. Voilà. Donc, on a une solution qui prend le problème dès le début et qui évite systématiquement les impayés. Donc, c'est vraiment une solution très, très efficace. Et à nous de travailler, nous allons travailler très très vite pour que même les personnes avec un revenu, je caricature pas, non, avec un revenu de 2 000 € puissent rentrer dans un loyer à 1 000 €. C'est le maximum auquel on ira, parce qu'ensuite, il ne faut pas que ça représente plus de 50%. Mais on se base sur la réalité, quelque chose de très très concret. On se base sur une réalité et voilà. Bon, merci. C'était EasyLoca, la solution EasyLoca de Terre et Valeurs. Merci beaucoup, Loïc. Je passe la parole maintenant à Charles de Sésame, qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est que démocratiser l'accès à la propriété, puisque c'est le logo, c'est le motto de sa société. Charles. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc, je suis le cofondateur de Sésame. Sésame est une société à mission qui a été créée il y a 1 an et demi, dont la mission est de faciliter l'accès à la propriété. On a fait le constat, et qui malheureusement est de plus en plus criant,
qu'il est de plus en plus compliqué de devenir propriétaire de son logement. Il y a notamment un certain nombre de contraintes pour obtenir un crédit immobilier, mais également un contexte où les demandes de crédit sont majoritairement rejetées. C'est près de 40%, voire 50% aujourd'hui. Et donc, on a souhaité proposer une solution innovante qui est d'accompagner les ménages qui sont dits solvables, mais pas encore finançables pour leur projet d'accession. Donc, on adresse principalement ceux qui ont une situation professionnelle qui n'est pas forcément lisible. Et Anne-Sophie en a parlé à de nombreuses reprises. Alors qu'ils soient indépendants, entrepreneurs, freelance, on va leur demander d'avoir toutes les conditions nécessaires pour avoir un crédit immobilier plus l'ancienneté professionnelle, ce qui naturellement fait beaucoup de contraintes. Mais ce sont également toutes les familles, et elles sont nombreuses en ce moment, qui sont confrontées à des refus de financement, que ce soit pour des problématiques de taux d'endettement, de reste à vivre. On a vécu le taux d'usure, l'augmentation des taux d'intérêt. Et donc, ce sont des ménages qui aujourd'hui ont une capacité financière de payer une mensualité de crédit, mais n'ont pas encore l'octroi d'un crédit immobilier. Et donc, le mécanisme qu'on propose est une solution de transition qui est une location avec option d'achat, qui s'apparente à un leasing, qui, d'un point de vue juridique, est encadré par la loi de location-accession. Et on est venu apporter ce service dans le monde résidentiel libre. Et donc, ça veut dire qu'on accompagne nos clients en 4 étapes. Nos clients s'inscrivent sur le site. On va analyser leur situation financière, leur projet immobilier. On va leur octroyer un budget d'achat qui est, et c'est notre scoring, le budget qu'on va prédire qu'une banque sera en mesure de les faire financer à une échéance donnée. Donc, maximum sous 36 mois. À partir de là, on va les accompagner dans leur projet. On va les inviter à choisir un logement disponible à la vente sur le marché, logement qu'on va étudier et qu'on va sécuriser pour eux et dans lequel ils vont pouvoir emménager dès maintenant, en commençant par une phase de location avec un accompagnement tous les mois pour les aider à constituer, à obtenir leur financement. Alors, ça passe par compléter leur rapport, avoir une meilleure gestion de compte, libérer leur préconso, et donc tous les aspects qui comportent aujourd'hui les critères d'octroi d'un crédit immobilier. Et notre objectif, c'est qu'ils aient la possibilité d'exercer l'option d'achat dans les 36 mois, sachant que l'option d'achat est à un prix fixe et couvre d'une avance qui leur permet d'avoir une visibilité totale sur quand et à quel moment ils vont pouvoir devenir propriétaires. Et donc, bref, voilà, c'est un nouveau produit qu'on a créé, c'est un produit de transition. Et donc, on travaille à la fois avec des investisseurs immobiliers qui souhaitent prendre des participations dans une foncière qu'on a créée, et donc du coup acheter des logements qui sont loués à des accédants le temps qu'ils puissent le racheter, mais également depuis peu avec des vendeurs qui eux aussi rencontrent de plus en plus de problèmes pour vendre, et on les accompagne, on leur propose de mettre leur logement en vente en leasing, et donc en fait ils encaissent un loyer le temps que leur locataire accédant ait la capacité de racheter le logement. Merci beaucoup Charles. Et je passe la parole à Sophie maintenant, de monemprunt.com, qui va nous expliquer quel est son métier et comment elle fonctionne dans un environnement qu'on qualifiera poliment de chahuté. Sophie, à toi. Merci Jean-Michel. Oui, le mot de chahuté est plutôt pertinent. Alors, monemprunt.com, notre objectif avant tout, c'est d'accélérer le financement. Donc, on est quoi? On est un courtier en crédit immobilier et on s'adresse aux particuliers, d'accord? On s'adresse également aux banques et aux acteurs de l'immobilier. Pourquoi finalement 3 interlocuteurs? Parce qu'on est aussi donc éditeur de logiciels et notre solution, donc 100% en ligne, permet d'agir, donc de proposer donc de la recherche de financement sur l'ensemble du territoire national. On a des partenariats bancaires sur l'ensemble du territoire et on travaille avec des professionnels de l'immobilier dans l'ancien et dans le neuf, des agents immobiliers, des promoteurs sur l'ensemble du territoire aussi, afin de pouvoir leur proposer donc notre solution. Notre solution, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir proposer à l'emprunteur, aux emprunteurs, en moins de 5 minutes, de déterminer leur capacité maximale d'achat, qui est très important dans le contexte que l'on vit, effectivement, avec des mesures mises en place par le HCSF en termes de taux d'endettement, de niveau d'apport, etc. Donc, via notre tunnel monemprunt.com, vous êtes emprunteur particulier. En moins de 5 minutes, votre capacité d'achat apparaît donc via notre outil. Cet outil va vous donner votre montant, votre capacité maximale d'achat.
Et ce qui va être très intéressant pour les primo-accédants notamment, c'est qu'on a tout de suite l'éligibilité du prêt à taux zéro. D'accord ? Vous pouvez moduler les durées comme vous le souhaitez. On a vraiment une fluidité de parcours. Notre tunnel est donc possible sur les smartphones. Voilà, ce qui permet effectivement d'être hyper réactif et de pouvoir déterminer cette capacité d'emprunt très rapidement. Le résultat vous affiche le budget maximum avec les frais d'agence inclus, le taux, les mensualités. On a vraiment une qualification donc via un algorithme qui permet d'avoir tous ces éléments de manière immédiate. Ce qui est également très important, et on va parler tout à l'heure ensemble de réactivité, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre dans le contexte qu'on connaît, avec des évolutions donc, de taux de marché et de taux d'usure qui sont très régulières, il faut qu'on puisse effectivement délivrer une attestation de capacité d'emprunt le plus rapidement possible. Donc, on est en mesure, sous réserve que l'emprunteur ait collecté via notre plateforme, je dirais, les 3 pièces indispensables, à savoir les 3 derniers relevés de compte, les 3 derniers bulletins de salaire et le dernier avis d'imposition, de délivrer une attestation de faisabilité sous 48 heures. Voilà. Donc, cette attestation, elle est délivrée donc, par nos courtiers, puisque le digital, c'est bien. L'expertise physique est indispensable pour traiter les demandes de financement. Donc, on a une équipe d'experts courtiers physiques basée donc, dans nos bureaux sur Rennes qui traite tout le dossier du client donc de A à Z, de la sollicitation jusqu'à la signature chez le notaire. On délivre également une attestation de dépôt en banque et toutes ces attestations sont automatisées. Donc dans le cadre de l'automatisation, notre équipe de développeurs est en interne et ce qui nous permet de pouvoir développer et d'améliorer notre plateforme au jour le jour, au quotidien. Quand je vous parlais de partenaires immobiliers, de professionnels de l'immobilier, on leur met à disposition également notre plateforme, ce qui leur permet, quand ils nous transmettent un contact, un investisseur, un primo-accédant, de pouvoir suivre toute l'évolution du projet à partir du moment où il nous a transmis le contact jusqu'à la signature chez le notaire. Il a une plateforme accessible au quotidien qui évolue en temps réel. Donc, il a un suivi en temps réel qui lui permet de suivre de toutes les avancées du dossier et nous d'être également en réactivité avec les différents partenaires, que ce soit partenaires immobiliers et partenaires bancaires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie. Nous passons donc à la deuxième partie qui sont effectivement les questions. Alors, il y a un certain nombre qui ont déjà été posées par le public, notamment effectivement à Loïc qui a déjà répondu. Je laisse continuer à répondre sur le sujet au fur et à mesure que des questions arrivent. J'aurais juste une question déjà qui concerne plutôt Anne-Sophie et à un moindre degré Loïc. Comment voyez-vous le retrait progressif des logements énergivores? Parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui est devant nous. Dès 2023, 1er janvier, on passe au G+, à 140 000 logements, mais ça ne va faire que continuer. Et à terme, c'est quand même 17% du parc, si on va jusqu'au bout. Donc, ce qui est absolument colossal, qui ne serait plus louable. Donc, quelles conséquences pour votre métier, pour votre offre, et comment vous gérez le sujet? Ou comment vous l'anticipez plutôt? Alors, effectivement, c'est un gros sujet parce qu'on n'a déjà pas assez d'offres disponibles de logements, surtout dans le parcours résidentiel, que ce soit locatif ou accession. Donc, le sujet de la loi résilience avec le retrait progressif des passoires énergétiques part, en tout cas, d'une bonne démarche parce qu'effectivement, on sait que les passoires énergétiques, elles touchent plus des ménages, ou en tout cas des locataires qui vont avoir déjà plus de difficultés à se loger et se retrouver dans des logements pas très bien isolés, de mauvaise qualité. Donc, ça ne sert à rien pour eux qu'on baisse le loyer si de l'autre côté, ils ont une facture énergétique trop élevée. Donc, en tout cas, la loi, pour nous, c'est quelque chose qui anticipe des problématiques qui se posent actuellement. Par contre, les modalités d'application et le fait qu'on ait des retraits là, qui vont être massifs de logements, c'est un peu inacceptable. Surtout que la problématique pour beaucoup de propriétaires bailleurs qui veulent s'engager à rénover ces passoires énergétiques, c'est qu'ils ne peuvent pas agir à titre individuel parce que ça nécessite, pour beaucoup de logements qui sont situés
dans des ensembles immobiliers, dans des grandes villes, de travailler sur le bâti de l'immeuble entier et donc juste changer des fenêtres ou le système de chauffage ou même isolé par l'intérieur, des fois ça ne permet pas de passer la bonne étiquette énergétique. Donc je pense que de toute façon le gouvernement aujourd'hui en a conscience et qu'il y aura peut-être en tout cas des adaptations de la loi pour qu'on n'ait pas ce retrait massif de beaucoup de logements sur le parc locatif. Donc c'est à voir aussi, il y a une part à jouer pour moi de la part du gouvernement. Mais aussi, je pense que les acteurs peuvent prendre en main ou en tout cas développer des métiers complémentaires. On essaye de le faire, on crée des partenariats avec justement des sociétés d'accompagnement et de conseil pour que les propriétaires ils s'emparent de, comme on le fait un petit peu avec ce qu'on fait avec Gestia Solidaire, de levier sur des avantages fiscaux qui vont leur permettre de rénover leurs biens. Et je pense que c'est vraiment le mix des deux qui va permettre d'anticiper, mais que chacun doit jouer un petit peu un rôle. Et nous, on essaye de le faire à notre échelle, de conseiller au maximum les propriétaires pour leur dire soit ne vendez pas parce que ces logements, ils vont se retrouver aussi chez des gens qui vont acheter moins cher, mais derrière, auront des grosses factures. Enfin, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et on peut travailler plutôt sur du conseil et essayer de faire du plaidoyer pour que le gouvernement peut-être revienne un petit peu en arrière. Merci beaucoup, Sophie. Loïc, veux-tu rajouter quelque chose? On ne t'entend pas. C'est mieux avec le micro. C'est un petit peu ce que vient de dire Anne-Sophie, c'est le manque de logement, tout simplement. On a mathématiquement, on aura des logements en moins et pour se loger. Alors après, quelque part, j'ai envie de dire, pour citer notre ami Schumpeter, c'est de la destruction créatrice. Parce que ce sont en effet des passoires énergétiques qui vont être retirées du marché. Et comme on sait que l'énergie a été multipliée par 6, le coût de l'électricité notamment, lorsqu'on doit chauffer une passoire énergétique, quelque part, on est logé, certes, mais on dépense un argent fou pour le chauffage, tout simplement, l'électricité. Alors, l'un dans l'autre, à court terme, ça va compliquer encore la situation parce que on aura encore moins de logements disponibles. À moyen et long terme, je pense que c'est quand même quelque chose de nécessaire. Alors, il faut lier ça, une fois qu'on a dit ça, il faut le lier immédiatement à tous les efforts pour les entreprises de rénovation de remettre en normes thermiques, j'ai envie de dire au moins, peu énergivores, tous les appartements. Donc, ça fait quelque part, ça va faire beaucoup de travail pour les entreprises de rénovation qui devront remettre à niveau. Alors, ça engage des coûts, ça engage des coûts supplémentaires pour les propriétaires. Et on sait aussi qu'une frange des propriétaires, malheureusement, ce ne sont pas les personnes un petit peu caricaturales pour lesquelles on pense, qui sont très riches, qui sont propriétaires, qui ont 1, 2, 3 appartements. Et très, très souvent, ils ont des difficultés à rénover, tout simplement, à payer la rénovation pour les remettre en conformité. Et voilà, donc là, et ça pose le problème du financement de l'immobilier, donc les banques qui ont arrêté les crédits pour les travaux, etc., etc. Bon. Même si c'est fortement aidé par l'État. Mais donc, du coup, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Donc, il faut arriver, nous tous, à faire les efforts pour rentrer dans un cercle vertueux grâce à mon emprunt. Je ne sais pas si vous êtes aussi sur les crédits de rénovation, etc. Mais on est tous là autour de la table pour justement faciliter la rénovation de ces appartements qui, nous, pour le marché du locatif, va nous permettre de remettre des logements en disponibilité en location. Voilà. C'est beaucoup de travail, donc il faut y aller, allons-y. Ouais, pour répondre à ta question, Loïc, effectivement, nous, c'est un sujet et qu'on est en train d'intégrer, les sujets d'intégrer le DPE dans l'outil et de travailler en partenariat avec d'autres sociétés de la PropTech sur tout ce besoin, effectivement, de financement des propriétaires sur ces mises aux normes. Et ça fait partie, effectivement, de notre roadmap pour intégrer tout ça et pouvoir répondre à cette demande. Ouais. Nous avons des champions, nous avons des startups comme Mastéos qui a levé à plusieurs reprises en série A, série B, plusieurs dizaines de millions d'euros, qui travaille qui a notamment, il me semble que c'est Engie au capital, qui travaille justement sur la rénovation des appartements. Ils ont même des solutions clés en main de la rénovation à la mise en location.
donc ce sont des confrères aussi. Il y a DeepKey, qui est une entreprise de data, c'est une entreprise scientifique. Ils fournissent tout un tas de data de l'appartement pour voir justement les déperditions énergétiques, etc. etc. Voilà, il y a du monde qui se met sur ces chantiers-là. Ce sont des chantiers très, très importants, avec des montants et des chiffres en jeu, notamment pour les personnes directement, hein, parce que c'est vraiment devenu difficile pour se loger, en tout cas en location, mais même pour acheter. Hein. Charles est là pour en témoigner, Sophie aussi. Mais il faut bosser, Il y a des solutions, il y a des belles solutions qui arrivent sur le marché. Nous sommes là pour le montrer d'ailleurs. Bon, mais écoute, merci beaucoup Loïc. Puisque je rebondis sur la question, Charles, une brève question, brève réponse. Comment intègres-tu les travaux de rénovation dans le prix calculé par les acquéreurs et donc dans ton propre système de location? Alors, je rejoins tout ce qui a été dit, hein. C'est un vrai sujet et c'est une part significative du marché aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a fait le choix, en tout cas, d'accompagner nos clients dans des logements dans lesquels il n'y a pas de travaux, puisqu'on veut des logements qui sont décents, prêts à habiter, dans lesquels ils vont pouvoir être locataires d'un logement décent et se préparer à pouvoir le racheter. Et puis, on voit bien naturellement aujourd'hui que les banques sont extrêmement attentives à la question de la performance énergétique des logements et ça devient un critère d'octroi d'un financement, sauf à ce que vous engagez effectivement ou vous intégrez une part de travaux significative. Donc, c'est une complexité en plus, je dirais, dans le parcours de l'accession, déjà quand vous avez des difficultés à pouvoir acheter. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que tout ce qui est passoire thermique, on ne va pas être en mesure d'accompagner nos clients. Et puis après, bien évidemment, tout ce qui est plutôt de l'ordre esthétique, nos clients peuvent l'appréhender eux-mêmes et commencer à se projeter dans le logement de leur choix. Merci beaucoup. Alors, une question générale maintenant, à la fois pour Sophie et pour Charles. Les taux d'intérêt multipliés par 4 en 18 mois, quel impact sur vos métiers et, si je puis me permettre, aussi sur votre société? Parce que évidemment, on n'est plus du tout dans le même contexte que lorsque vous vous êtes lancé. Alors, je peux me permettre, Charles? Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, ça conforte notre rôle de courtier parce que notre rôle a changé, c'est-à-dire que les emprunteurs ne vont plus solliciter un courtier pour avoir le meilleur taux de financement, mais pour pouvoir accéder au crédit. Et notre rôle est vraiment là, bien sûr, en allant chercher les meilleures conditions financières auprès des partenaires bancaires, mais notre sujet, c'est l'accès au crédit. Il faut aller vite, comme je le disais tout à l'heure, les taux augmentent. Plus cette chaîne de recherche de financement va être courte, plus on va pouvoir permettre à l'acquéreur d'acheter un bien qui correspond à ses attentes. Parce que là, les impacts de cette hausse de taux, c'est quoi? C'est des capacités qui diminuent, des superficies qui diminuent. Donc, toute notre chaîne que je disais tout à l'heure va nous permettre de gagner en réactivité auprès des différents acteurs, de pouvoir obtenir une offre de prêt et de la conserver et de pouvoir effectivement l'acter et faire en sorte que l'emprunteur ne subisse pas une énième évolution de taux. Alors, c'est pas simple, hein, mais notre intelligence artificielle nous permet de faire tout ça. Notre algorithme nous permet de déterminer tout de suite par rapport au profil de l'emprunteur et au projet les banques sollicitables. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les banques et effectivement leurs critères de sélectivité. Mais en fonction du profil, du niveau d'apport, du niveau de revenu, on sait tout de suite quelle banque sera en capacité d'accompagner le client. C'est pour ça qu'on sait aller vite. Et comme notre force est d'être sur tout le territoire, on a cette capacité d'aller chercher des banques au niveau national ou régional. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, c'est vraiment un changement, mais je dirais que ça renforce encore plus notre rôle d'aller chercher du financement. Charles? Alors, de manière analogue, et alors nous, on fait un peu la même chose que vous l'avez évoqué, Sophie. On n'est nous-mêmes pas courtiers, mais on a une expertise en interne pour appréhender cette situation. Et le moment venu, naturellement, on sollicite des partenaires courtiers. La complexité supplémentaire qu'on a, c'est la question temporelle, puisqu'on accompagne quelqu'un à emménager dans un logement aujourd'hui, à pouvoir obtenir son financement et la capacité de devenir propriétaire dans les 3 ans. Donc aujourd'hui, très directement, personne n'a de boule de cristal, mais on est extrêmement prudent sur les budgets qu'on octroie et les projets dans lesquels on accompagne nos clients. Ce qu'on veut, c'est être absolument certain
que nos clients, dans le délai imparti, ont résolu le problème par leurs bonnes actions et notre accompagnement, et puis de prendre des marges de précaution sur quelles seront les conditions de financement futures. Une fois qu'on a dit ça, on a aujourd'hui quand même, on accompagne principalement des clients qui vont pouvoir accéder à la propriété rapidement pour chercher à avoir une meilleure lecture de quelles seront les conditions de financement dans plutôt 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Ça permet en tout cas de mieux comprendre la perspective. On souhaite et on espère naturellement qu'il y aura une forme d'inflexion à ces échéances, qui pourrait être aussi une opportunité pour certains clients, c'est d'avoir passé le pic, mais tout ça reste globalement assez difficile à appréhender. Je crois que nous espérons tous, effectivement, pour le marché, effectivement, et pour les clients, que les taux d'intérêt soit restent à leur niveau, en tout cas cessent de monter, soit éventuellement encore dans un monde idéal, mais ça c'est plutôt de la promesse ou de l'espoir qu'il veut bien rebaisser. Juste une question complémentaire pour Sophie. Quel impact sur le fait quel impact de l'arrêt de beaucoup de contrats passés entre les banques et les courtiers sur ton métier? Alors, c'est vrai qu'on a ce sujet-là. On entend beaucoup de conventions bancaires qui peuvent être résiliées. Alors, c'est moins vrai maintenant. Ça a été le cas depuis mi-2020, où on avait effectivement une baisse de certaines banques de commissions bancaires. Là, on est plus sur un sujet. Nous, on arrive à aller chercher de nouvelles conventions bancaires en local. On sent des nouvelles banques, là, depuis début septembre, de grosses banques au niveau national qui rouvrent, alors sur des profils bien particuliers, d'accord, donc des profils quand même plus. Mais c'est pas tant un sujet pour nous. Alors après, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que notre objectif, c'est de trouver un financement. Si on passe par une banque avec laquelle on a une convention bancaire, c'est bien. Si on trouve un financement avec une banque avec laquelle on n'a pas de convention, on fera. D'accord ? Le sujet, il est de trouver un financement à l'emprunteur. Et on a effectivement certains interlocuteurs, même si on n'a pas de convention bancaire avec la banque, qui acceptent d'étudier le dossier et on arrive à trouver des financements. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, cette expertise et cette capacité à trouver ces banques sollicitables et cette pugnacité à aller chercher et à taper dans la banque qui va accompagner tel ou tel profil, c'est ça qui fait notre force. Donc, nous, personnellement, nous, on n'en souffre pas trop parce qu'effectivement, notre business model n'était pas basé là-dessus. Et heureusement, donc voilà. Donc certainement, continuent de diminuer leur rémunération, hein, ça c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive quand même à trouver des nouvelles conventions avec des partenaires bancaires. Merci beaucoup. Si on revient un instant sur le marché de la location, le fait que justement, on ait un nombre de logements en location en baisse, puisqu'on voit bien qu'un certain nombre de propriétaires anticipant l'absence ou l'incapacité, leur volonté ou leur incapacité à financer les travaux, préfèrent les mettre sur le marché. Comment, Anne-Sophie et Loïc, voyez-vous ça en termes, cette fois-ci, de profil de clientèle du marché locatif? Puisqu'en gros, on va se retrouver dans une situation où ça va être un peu comme le marché de l'accession, c'est au risque de ne plus financer que des gens qui peuvent se financer facilement. Et là, louer à des gens qui ont les moyens de louer. Et donc, quel impact pour le reste? Sachant que de toute façon, le logement social n'a pas les moyens aujourd'hui de répondre à la demande. Alors, pour nous, marché, je me permets, Sophie, alors pour nous, sur le marché du locatif, on a déjà le problème. Et il est déjà très présent. Donc, quelque part, nous sommes déjà dans cette situation-là. Donc, nous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire, si ce n'est que le problème se contracte un peu, puisque mathématiquement, si on a moins de logements disponibles à la location, moins de propriétaires enclins à mettre en location leur appartement, ou parce qu'ils n'ont pas eu les fonds pour rénover, et donc, du coup, ils sont sortis du marché par la loi, ils n'ont plus le droit, hein, les passoires thermiques. Et donc, quelque part, c'est vraiment ce que l'on travaille avec Gestia Solidaire, c'est rendre éligible plus de monde. Parce que les appartements, ils sont là en face et il faut convaincre les propriétaires, il faut vaincre leur peur de ne pas louer par peur d'incidents de loyer.
Donc, avec des solutions qui permettent de rassurer ou des solutions a posteriori, comme le modèle existant actuel, qui garantit aux propriétaires ses revenus. Donc, les propriétaires, ils peuvent être plus enclins à faire les travaux, à financer des travaux, s'ils savent que derrière, ils vont avoir vraiment leur revenu locatif. S'ils sont sécurisés quelque part, c'est très humain. On est sur des problèmes très, très humains. Il faut rassurer les propriétaires, le plus grand nombre de propriétaires possible, pour qu'ils remettent leur appartement en location. Il y a des appartements qui sont tout à fait corrects, qui ont les normes, qui sont conformes aux normes techniques, mais les propriétaires ont tellement peur qu'ils ne les louent même pas. Ils sont vides. Il y a un vrai problème aussi. Il y a plusieurs millions de logements vides qui ne sont pas mis en location parce que les propriétaires, souvent, ce sont des appartements qui sont déjà payés. Ils n'ont plus de charges à payer dessus. Ils préfèrent les laisser vides plutôt que de s'embêter à gérer effectivement des problèmes de retard ou de paiement de loyer. Donc, à nous, avec des solutions comme Gestia et la nôtre, EasyLoca, de rassurer les propriétaires pour qu'ils remettent sur le marché. Le stock est là, finalement. Alors, la sortie des appartements gourmands en énergie vient accentuer un petit peu ce problème. Mais nous connaissons ce problème depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'appartements qui sont vides et qui ne sont pas loués. Il faut rassurer les propriétaires. Si je peux me permettre, Loïc, pour rebondir sur ce que vous dites, et c'est aussi le reflet du marché aujourd'hui, on voit et on est sollicité par beaucoup de propriétaires vendeurs, ce que je mentionnais tout à l'heure, qui ont cherché à vendre, qui ont déjà déménagé pour des raisons professionnelles ou de vie, et qui ont un logement à la vente, mais qui est vide, et ça fait quelques mois qu'ils n'arrivent pas à le vendre, et c'est effectivement dans un marché grippé aujourd'hui, c'est assez fréquent. Et c'est justement une solution, enfin un problème qu'on a identifié, et dans ce cadre, en fait, on accompagne également des propriétaires vendeurs en leur proposant qu'un locataire accédant, donc en tout cas un futur acheteur emménage dès maintenant, paye un loyer pendant tout le temps nécessaire à qu'il puisse le racheter, qu'on fixe le prix de revente, et dès que cette personne est prête, par l'accompagnement Sésame, puisse le racheter au prix convenu d'avance. Donc c'est aussi une forme d'une certaine manière, il y a cette hérésie en tout cas de chercher à vendre un logement qui soit vide pendant ce temps-là, qui ne soit pas disponible sur un marché locatif, et donc dans laquelle on se rejoint totalement. Je pense que toutes nos initiatives cumulées cherchent à trouver de l'efficience et optimiser l'ensemble des bâtis disponibles. Parce qu'effectivement, il y a un problème. On voit la production du logement neuf qui est réduite drastiquement. Malheureusement, et tant mieux, la natalité est présente. Il y a des situations de couples qui se séparent, etc. Donc, il y a des besoins de logement. Il faut trouver des solutions. Oui, et pour compléter, je pense que tout a été bien dépeint. C'est qu'effectivement, en termes structurels, on a un manque de construction de logements. C'est un problème qui dure depuis de nombreuses années et qu'on a aussi une sélectivité accrue pour se prémunir d'un risque qui est lié aussi à des externalités comme les crises qu'on vit aujourd'hui, donc qui exclut des millions de locataires du marché locatif. Donc il y a des leviers possibles qui sont effectivement, il y a un stock disponible de logements, notamment vacants dans les grandes villes, ou de propriétaires qui ont changé de résidence et qui cherchent à vendre et pourraient mettre en location. Donc, il y a déjà ce premier levier. Après, nous, avec Gestia, on travaille sur ça avec notre solution en garantissant le risque d'impayé, de dégradation grâce à la garantie d'État et des leviers fiscaux. Mais on travaille aussi avec les promoteurs, les collectivités sur les appels d'offres publics parce que c'est des enjeux de créer de la mixité sociale, notamment dans des zones en restructuration. Et on anticipe aussi une offre de logement alternatif via des montages d'investissements socialement responsables qui nous permettent de nous dire peut-être dans 2-3 ans, on aura un stock de logements un peu alternatif disponible, nous, à proposer, en tout cas, à la catégorie de locataires solvables à revenus limités ou sans garantie. D'accord, merci beaucoup. Alors justement, peut-être une question, ça nous amène à une autre question. Quelle vision avez-vous un peu de l'avenir sur le marché lui-même et pour votre société? Et avec une question corollaire, c'est en quoi penser dans le monde rêvé des business plans, dans 5 ans, vous avez réglé le problème de combien de personnes ou combien de ménages? Celui qui veut. Alors, 5 ans, effectivement, ça devient vraiment du Madame Irma, mais on va rêver. Alors, nous souhaitons
Et nous allons mettre les moyens en face. Nous sommes en train de lever des fonds pour arriver à 10% d'ici à 2026 des 6000 contrats de bail de location par jour, en France uniquement. Alors, vous voyez dans le monde, parce que nous sommes destinés à avoir une solution très très large et dans le monde entier, puisqu'en France, il y a la problématique, il y a une réglementation, mais elle existe aussi, cette problématique de financer son loyer, sa location. Dès le début, elle existe un petit peu partout par ailleurs. Et dans d'autres pays, les propriétaires ont le droit d'exiger carrément 1 an d'avance de caution, 6 mois, voilà. Donc le marché pour nous est vraiment là. Il y a un réel besoin pour la plupart d'entre nous. Beaucoup de gens restent. C'est difficile de se loger, en tout cas par location. Ensuite, nous avons un produit qui permet aussi l'accès à la propriété. Mais ce n'est pas le débat ici aujourd'hui. Donc nous, dans 3 ans, nous souhaitons obtenir 10% et solutionner du coup la vie à environ 150 000 personnes. Voilà. Beau programme, s'il en est. Et ce sont nos objectifs. Voilà pour EasyLoca et État la valeur. Anne-Sophie? Nous, on a des objectifs chiffrés qui sont… en tout cas, la mission qu'on s'est fixée, c'est de se dire que si jamais on n'a plus vocation à exister, s'il n'y a plus de mal logement. Et ça n'arrivera pas dans un futur très proche ou plus lointain, parce qu'on le sait que le mal logement va continuer, il va s'empirer, et on n'a pas de baguette magique pour être la solution miracle. Par contre, on peut essayer d'avoir une action massive, et nous, c'est vraiment notre but, de se dire, on aidera peut-être 10 000 personnes à 5 ans sur les 8 millions de personnes qui sont mal logées, et si on peut faire plus, on le fera. Mais en fait, il faut avoir une réalité qu'il n'y aura pas de solution miracle, et je pense qu'on est tous conscients ici, et qu'il faut plutôt essayer de faire les efforts maximum et que tout le monde joue un peu sa part sur le marché immobilier pour que ensemble on trouve des solutions qui vont neutraliser au maximum la problématique. Moi, c'est un peu mon constat. Merci beaucoup. Charles ou Sophie? Je vous en prie, Sophie. Merci beaucoup, Charles. Alors, effectivement, moi, l'objectif des perspectives sont assez simples. Je vais me baser sur un critère que vous avez certainement tous en tête, c'est le taux de refus, effectivement, des banques, qui est quasiment de 50% sur les demandes de financement. Donc, l'objectif, il est basé là-dessus. C'est le nombre de dossiers financés, le nombre d'emprunteurs qu'on accompagne. Et l'idée, c'est qu'on puisse effectivement augmenter ce chiffre, faire une croissance à 2 chiffres et retomber sur des niveaux au moins à 70% pour pouvoir accompagner un maximum d'emprunteurs. Donc, c'est ce qu'on fait au quotidien, et on arrive, et je pense qu'il faut rester positif aussi, c'est qu'on arrive à accompagner des primo-accédants sur des jeunes couples, parfois même sur des reconversions, avec un niveau d'apport personnel très minime, voire sans apport, mais avec une capacité de résistance. Donc, on arrive toujours à accompagner ce profil d'emprunteur-là. Et si jamais c'est compliqué, et je trouve que ce webinaire le montre, c'est qu'on peut travailler en synergie avec d'autres startups. Elles sont présentes autour de la table. Et là, je me tourne un petit peu vers Charles, parce qu'effectivement, vous avez aussi ces solutions et on peut travailler ensemble pour ce type de profil qui ne pourrait pas être accompagné sur des solutions bancaires classiques, mais qui pourrait l'être via votre structure. Et avec joie, Sophie, je crois qu'on se parle vendredi. C'est tout l'intérêt aussi de Finance Innovation qui permet de se rapprocher. On vous en remercie encore et de créer des synergies. Et pour répondre à votre question, donc nous, on adresse effectivement la problématique de ceux qui sont solvables, pas encore finançables, qui est vraiment une situation qui émerge, qui est fréquente, qui sont encore une fois des personnes qui ont une activité professionnelle, qui ont des revenus et pour lesquels pour nous, c'est une mission et c'est une logique d'inclusion, c'est de les remettre dans un parcours d'accession. Pour répondre à votre question, on a beaucoup de demandes aujourd'hui. C'est près d'une 40aine de personnes qui nous sollicitent tous les jours. C'est 5000 personnes à date sur notre site. Donc le marché est là, le besoin il est là. Notre enjeu, c'est d'arriver à l'industrialiser pour en avoir un impact significatif. On est encore une jeune société, donc plutôt en dizaines de personnes accompagnées. Mais l'enjeu, c'est bien évidemment de pouvoir le faire en centaines à minima. C'est ça l'ambition qu'on donne pour avoir un impact
sera marginal pour démarrer, mais en tout cas, le but, c'est d'avoir un impact à l'échelle de l'accession en France. Mais moi, je tiens à préciser en toute humilité, hein, nous sommes très, très, très jeunes dans le concept, d'accord? Donc, nous n'avons pas encore réellement démarré. Nous avons besoin d'encore d'accords avec nos partenaires financeurs. Nous sommes vraiment sur un nouveau modèle. Donc, qui dit nouveau modèle, il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup rencontrer, il faut changer les mentalités. Mais la finalité est belle. Donc voilà, nous sommes aussi nous avons très à cœur d'être dans l'inclusion et d'inclure le maximum de personnes dans le marché du logement pour que en fait, notre slogan, c'est un toit pour tous, c'est tout pour toi. Le tout pour toi, évidemment, le jeu de mots, il est facile, mais vous l'avez compris. Un toit pour tous, c'est tout pour toi. C'est dans le sens où nous remboursons les intérêts du coût du financement. Nous ne venons pas alourdir la charge pour le locataire. Nous lui permettons de lisser et de garder son épargne. Donc vraiment, on s'adresse à des personnes qui sont aujourd'hui exclues parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter les barrières à l'entrée pour avoir un logement. Donc ça, c'est très important pour nous. Et ce sont de beaux objectifs que nous avons. Ça paraît beaucoup, mais nous sommes sur un modèle finalement, nous, qui est très scalable. Alors, je fais un anglicisme, mais qui peut aller très, 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 très vite en travaillant avec les bons partenaires pour financer nos locataires. Voilà. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est un financement à taux zéro que nous faisons. Donc, vraiment, nous jouons la carte du plus grand nombre pour mettre un toit sur la tête à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, juste une dernière question à la volée, mais qui nous vient du chat. 3 millions 100 000 logements vacants d'après l'INSEE. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà. Et ce sera la dernière question collective et après on fermera ce webinaire parce qu'on peut continuer, mais effectivement, je pense que José va nous rappeler effectivement que c'était 1 heure et pas davantage. C'est à vous. Rapidement, juste pour les logements vacants, on l'a évoqué que ça peut être une opportunité en tout cas pour des logements déjà construits qui pourraient être utilisés à faire grossir l'offre de logements. Après, il ne faut pas oublier que certains de ces logements vacants, l'INSEE recense à l'échelle nationale, notamment dans des territoires qui sont en dents creuses, et aussi des logements qui structurellement ne peuvent pas être remis sur le marché tout de suite. Donc, il y a une captation possible, je pense, d'un tiers, et il faut s'en saisir parce que ça peut être un formidable vivier pour loger des gens ou même favoriser l'accession. Mais par contre, concrètement, il n'y a pas 3,1 millions qui sont disponibles là tout de suite, quoi. Il y a aussi tout le marché des HLM, des logements sociaux, qui arrivent à terme. Ils avaient un contrat avec l'État pour beaucoup de bailleurs sociaux qui étaient de 40 ans. Il arrive à terme et il va falloir les rénover et les remettre sur le marché. Donc, le potentiel de logements dans lesquels peuvent accéder les personnes aujourd'hui qui ont beaucoup de mal, il y est, quelque part il y est. Mais en effet, il va falloir se relever les manches et trouver les financements pour aller dans le bon sens. C'est vrai. Et notamment sur ces 3,1 millions d'appartements, comme vient de le dire Anne-Sophie, pour certains, il faut les rénover. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il faut financer les rénovations, etc., etc. Et ensuite, il faut permettre aux locataires d'être solvables et de rentrer dans voilà. Donc, que la force soit avec nous, je finirai ainsi. Merci beaucoup. Alors moi, je vais juste rajouter qu'attention quand même, quand on parle de logement vide, logement vacant, déjà, comme l'a rappelé Sophie, ça dépend où ils sont localisés, parce que s'ils sont localisés dans un endroit où plus personne ne va, qu'ils soient en bon état ou pas, de toute façon, ils ne seront jamais autre chose que vacants. Il y a des zones où plus personne ne va s'installer, donc il faut le savoir. Deuxièmement, il y a là-dedans il y a effectivement des logements qui méritent d'être rénovés, qui ne sont pas en l'état habitable, donc qui supposeront de gros travaux de rénovation. On a aussi des résidences secondaires. Alors après, on en pense que l'on veut, mais tant que la résidence secondaire est autorisée, ça veut dire qu'effectivement, elle est vacante, considérée comme telle une bonne partie de l'année. Il suffit, par exemple, pour les résidences de montagne, de regarder ce que c'est que les lits froids. C'est une réalité. Et enfin, dernier point, il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi
toutes les résidences de personnes âgées dont l'État ne leur permet plus d'y habiter en permanence et qui donc sont considérées comme vacants, mais personnes âgées qui pour autant n'ont pas envie de vendre leur résidence principale. Enfin, effectivement, oui, il y a un stock de quelques centaines de milliers, voire davantage de logements qui sont vraiment vacants, disponibles à la location. Et vous avez bien compris tous que c'est effectivement pour ça qu'un certain nombre de personnes, Anne-Sophie et Charles en particulier, travaillent, et Loïc, pardon, et pour le reste, effectivement, que si il leur venait à l'idée de vendre, Charles et Sophie sont là pour les aider. Voilà, écoutez, en tout cas, je voulais tous vous remercier pour tout ce que pour vos interventions. Remercier aussi le public qui a posé un certain nombre de questions. S'il y avait quelque chose à retenir de ce webinaire pendant d'une heure, c'est se rendre compte que on ne réglera pas collectivement, on ne réglera pas le problème du logement simplement comme ça. Mais par contre, chacun d'entre vous apporte effectivement une brique, si l'on peut dire, à l'édifice et donc permet en fait de régler effectivement une partie du problème du logement pour un certain nombre de populations. Et c'est aussi ça l'innovation, c'est effectivement réussir à penser le marché de façon intelligente. C'est pas seulement de la technique, c'est aussi trouver quelles sont les défaillances du marché et comment on règle ces défaillances du marché. Et chacune de vos startups aujourd'hui est la preuve qu'effectivement on réussit à le faire et qu'ensemble, on va effectivement régler demain un certain nombre de problèmes, pas tout, parce que c'est pas notre rôle, pas le rôle des entreprises de régler tout, mais en tout cas de participer effectivement. Et de ce point de vue, on a collectivement une mission, même si vous n'êtes pas toute entreprise à mission, mais en tout cas, clairement une mission qui est de participer à l'amélioration, à la fluidité du marché et à l'amélioration des conditions. Et c'est ça l'innovation. Et merci le pôle pour avoir organisé. Merci José et merci à chacun de vous pour votre temps. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avant de partir, vas-y José. Moi j'avais juste une question pour vous. Est-ce que avec le télétravail qui s'est répandu après le Covid, c'est devenu presque la norme 2 jours par semaine, est-ce que vous voyez toujours cette tendance qui était vue pendant la période du Covid, des personnes qui cherchaient à acheter, s'éloigner des grandes villes? Est-ce que c'est toujours le cas pour vous? Peut-être Sophie, je ne sais pas si dans la recherche des financements et avec l'augmentation des taux, est-ce qu'on a des informations où vous voyez des gens qui cherchent à acheter plus loin des villes? Ou même Charles, est-ce que les nouveaux futurs propriétaires chercheraient à acheter encore plus loin? Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose sur le marché, en tout cas un changement ou... Ouais, alors, j'ai pas de statistiques précises là-dessus, donc je ne voudrais pas vous donner de chiffres erronés. Le recul que j'ai, moi, chez monemprunt.com est relativement récent, en plus, il date de 15 mois à peine. Mais en tout cas, dans la tendance par rapport à ce qu'on peut voir chez nos partenaires plutôt immobiliers, c'est plutôt effectivement ce qu'on ressent. Et j'irais plutôt dans le sens d'action où effectivement les gens se déplacent et par la force des choses aussi du prix au mètre carré dans les grandes villes, tout simplement. Charles, un avis? Non, pas du tout. C'est difficile d'avoir un avis parfaitement objectif et à l'échelle du marché, mais c'est plutôt une perception. Avec peut-être cependant la nuance sur la prise de conscience du coût d'une maison en termes d'entretien, de chauffage, de responsabilité, de travaux, etc. Et puis je dirais aussi le coût du transport, du trajet domicile, et notamment si on est en voiture. Donc je pense on a tous pris conscience qu'effectivement avoir des moyens de transport en commun, de la proximité, étaient des atouts, mais c'est un équilibre subtil que Sophie a mentionné entre le prix du mètre carré et la question des charges. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, on essaye d'accompagner nos clients dans un ensemble qui est votre logement, oui, mais qu'est-ce que ça va induire en termes de charges? La question de la taxe foncière également, aujourd'hui, est importante à prendre en compte. Donc, c'est… Oui, ce qui pouvait être vrai et paraître logique, il est peut-être un peu moins vrai. Il y a tellement de facteurs maintenant qui viennent s'intégrer dans tout ça que c'est pas si…
Je rejoins ça, hein, faire le choix d'habiter un petit peu plus loin d'une ville ou en ville, c'est quand même très personnel. Et à un moment donné, en effet, on n'a peut-être plus envie d'être dans une grande ville et d'aller un petit peu au vert. Mais ce sont des vraies questions de famille, parce que les enfants, l'école, les changements d'environnement, tout ça, c'est très important. Donc je pense que c'est une question qui est qui va bien au-delà des problèmes de contraintes d'accès au logement, parce que ce sont des vrais choix de vie. Mais en effet, après, il y a tout qui est dans la balance. Comme le disait Sophie, il y a les montants, il y a tout simplement le combien ça va coûter d'aller plus loin que la ville, parce que il faut avoir un véhicule, etc. Voilà. Ce sont des questions aussi personnelles et financières, toujours. José, peut-être pour te répondre, cette fois-ci, je vais changer de casquette, être aussi intervenant, pour te dire qu'effectivement, on avait mené une étude au sein de l'ESPI, donc et en gros, ce qui est ressorti, c'est que les mouvements n'ont pas, enfin, en tout cas, les mouvements durables n'ont pas été massifs, loin de là. Et il y a eu du mouvement au moment du Covid, ça c'est incontestable, les chiffres d'Orange en attestent. Pour le reste, il y a eu quelques mouvements, mais au fond, c'est pas colossal. Et s'il y a eu des mouvements, c'est plutôt disons, de la grande ville à sa périphérie immédiate. L'idée, les grandes villes sont quittées au profit de la campagne, c'est peu dire que ça n'est pas massif et que, en tout cas, les chiffres ne le démontrent pas. Moi, j'observe des entreprises qui reviennent un petit peu sur le télétravail par ailleurs. Donc, il n'est pas impossible qu'on ait des mouvements de balancier aussi. Exactement. Ouais. D'ailleurs, nous accompagnons aussi les salariés et passons des accords avec les patrons, hein, les chefs d'entreprise, pour que les salariés puissent, alors ça c'est dans toute la politique ESG, RSE, effectivement, rapprocher les salariés de leur lieu de travail pour éviter des temps de transport assez importants dans une journée. Et finalement, on passe à côté de sa famille, ses enfants, puisqu'on passe notre temps entre le boulot et les transports. Donc, on a aussi à cœur de travailler avec les entreprises pour pouvoir trouver des logements beaucoup plus proches des bureaux pour leurs salariés. Voilà. Et c'est une vraie problématique, en effet. Zéro carbone, etc., rapprocher, fournir des trottinettes, des véhicules comme ça, ou les transports en commun, toute une dimension. Mais c'est à prendre en compte. Ça sera le mot de la fin. Merci encore à tous les 6, à tous les 5. Merci beaucoup. Et un rappel, notre prochain événement, le DAF Day, le 12 octobre, dans les locaux de la BPI. C'est toute une journée de conférences, networking pour les directeurs financiers, experts comptables. Et donc, n'hésitez pas à venir nombreux et au plaisir de vous rencontrer pendant cet événement-là. Et ce jour-là, et je vous dis merci encore et à très bientôt pour un nouvel événement de Finance Innovation. Merci Jean-Michel, merci à Finance Innovation. Merci à tous. Ouais, merci José, merci Jean-Michel. Très bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.